crise post-électorale en Gambie. En effet, le président de la République a réussi à obtenir la levée de la résistance qu'opposait jusque-là le président Yaya Jammeh pour la reconnaissance de l'élection d'Adama Barrow. Et du coup, l'ex-homme fort de Gambie accepte de quitter le pays en cédant le pouvoir. Nous y reviendrons plus en détail avec Sanassi Keita dans nos prochaines éditions d'information. Audience du Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Youla a reçu le directeur régional de l'Organisation internationale de l'aviation civile OACI. Une nouvelle année qui commence avec plein de défis à relever au niveau de la sécurité du système de l'aviation civile. Et c'était l'occasion de réaffirmer l'engagement commun à collaborer sur le sujet. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Cette mission fait suite au passage de l'audit qui a été mené dans notre pays en novembre 2016. Ici, le directeur régional de l'Organisation internationale de l'aviation civile, OACI, pour les 24 États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, avec siège à Dakar, est venu présenter au Premier ministre Mamadi Youla le plan d'action permettant à la Guinée de relever la sécurité du système de l'aviation civile. Ma mission principalement, c'est pour présenter dans le cadre d'assistance l'OACI avec la Guinée un plan d'action spécifique de 2 ans, 3 ans qui va aider la Guinée à améliorer la supervision de la sécurité de l'aviation civile. Aujourd'hui, la Guinée a 22% de taux de conformité et c'est envisagé que d'ici décembre 2017, ce taux doit augmenter à 60% en conformité avec la moyenne mondiale. Pour les autorités en charge des transports, l'autonomisation de la Direction nationale de l'aviation civile doit être de mise. Le secteur de l'aviation civile doit être dans les priorités de l'État. C'est extrêmement important et c'est ce qui se fait sentir dans les autres pays. Et la Guinée, ce n'était pas le cas. Alors donc le Premier ministre a pris l'engagement d'accompagner l'aviation civile à travers le ministère des Transports puisqu'on puisse atteindre ces normes internationales. Le Premier ministre, chef du gouvernement, convaincu du sérieux et la détermination des responsables de la Direction nationale de l'aviation civile à travers le ministère des Transports, a saisi l'occasion d'instruire le ministre d'État des Transports au suivi correct des activités. Quant à l'OACI, elle s'engage à accompagner la Guinée dans l'atteinte de son taux de conformité d'ici la fin d'année 2017. Les élus du peuple s'engagent à être plus vigilants face à la gestion des deniers publics. La bonne exécution des projets et la transparence à ce niveau sont des éléments déterminants pour réussir la politique de modernisation. Le projet Finance et Gouvernance de la Santé soutient cet engagement parlementaire à travers des cycles de formation. Explication, Kianos Mandialo. La Guinée est en pleine relance de son système de santé. Une relance intégrée dans un programme de réforme globale suivi de près par les parlementaires. Ces derniers, réunis au sein de la commission santé, éducation, jeunesse, affaires sociales, sport et culture, veulent être plus efficaces dans l'accomplissement de leur mission de contrôle. Une ambition qui requiert d'autres compétences intellectuelles que met à disposition l'USAID à travers le projet Finance et Gouvernance de la Santé. À cette rencontre de Kindia, 2 objectifs sont visés. Le premier objectif, c'est d'initier les députés et le personnel d'appui sur les activités, sa mission de contrôle. Le deuxième objectif, c'est d'accompagner cette même commission et son personnel d'appui à une planification opérationnelle sur 2017. En 2017, plusieurs investissements vont être menés dans le secteur de la santé. Ces parlementaires, dans leur plan d'action, prévoient un contrôle renforcé de l'utilisation des fonds alloués. Il s'agit pour notre commission d'aller sur le terrain pour voir l'effectivité. Est-ce que les travaux qui sont en train d'être réalisés sont conformes à l'enveloppe qui a été mise à disposition, ou bien le matériel qu'on doit acheter pour meubler le CHU, est-ce que c'est conforme au cahier de charge? C'est pour la première fois que nous nous concentrons, toute la commission est là, pour qu'on essaie de voir comment nous pouvons être efficaces. Quand on dit qu'on est commission santé, il faut que les populations sentent que notre commission travaille pour nous. Cela ne peut pas se limiter au budget. Le budget, c'est un truc secret qui est entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais on peut voir les reflets du budget sur le terrain.
Le projet Finance et Gouvernance de la santé qui accompagne ces députés a démarré en 2016 suite à l'épisode Ebola. Peu avant cette rencontre de Kindia, il avait aidé ces derniers à comprendre le circuit de l'élaboration des projets de loi de finances afin d'apporter des critiques pour améliorer la part accordée à la santé. Pour pérenniser les acquis de différentes formations, le personnel d'appui à cette commission est toujours associé aux travaux. Renforcer le système de santé, c'est bien l'intention du ministère, surtout après le passage d'Ebola. Cela passe aussi par la formation des cadres sur le management et la compréhension de la notion de leadership, deux concepts essentiels pour la gestion de toute situation d'urgence sanitaire. Le point avec Sori de Kera. L'une des caractéristiques du secteur de la santé est la complexité de ses activités, ce qui requiert une meilleure politique structurelle. Le renforcement des capacités des cadres et autres acteurs en leadership et management est envisagé comme une solution adéquate par le département et ses partenaires. On a surtout l'accent sur le travail en équipe, parce que pour atteindre des résultats, il faut absolument travailler en équipe. Pour ressortir l'importance du travail en équipe, il faut travailler ensemble pour atteindre des résultats. Cette vision des autorités sanitaires est bien perçue dans le secteur. Elle permet de renforcer l'expérience du corps médical face aux situations d'urgence sanitaire. Les insuffisances que nous avons eues en matière de management du groupe pendant la coordination de la riposte à Ebola. Lors de cet atelier, on nous a déjà communiqué des techniques simples qui pourront nous permettre désormais, face à une telle crise, de mieux coordonner les actions afin qu'on puisse aboutir aux résultats de façon rapide dans l'entente, la cohésion et le respect mutuel. Les bénéficiaires de cet atelier de réflexion et d'enrichissement sont du cabinet du ministère de la Santé ainsi que des différents projets et programmes. Pour une meilleure appropriation des notions de leadership et de management par les participants, les experts font surtout recours aux exercices de démonstration pratique. Cette expérience est en quelque sorte une métaphore pour un travail d'équipe. Là, c'était la construction d'une maison les yeux bandés. Bien entendu, toute équipe, surtout confrontée à des problèmes graves et réels, et confrontée à des défis, souvent dans des conditions de travail assez dures. Premier du genre dans le secteur de la santé, ce conclave devrait permettre à la cinquantaine de cadres du département d'être mieux préparés à la prévention et la gestion de tous les problèmes de santé. Bientôt, un partenariat entre le centre de santé amélioré de Dalaba et l'hôpital régional de Mamou. Médecins guinéens et allemands ont manifesté cette volonté à la faveur du démarrage des opérations de consultation et de prise en charge des patients. Cette année d'ailleurs, plus de 1500 patients vont être examinés et traités gratuitement. On en sait plus avec Younous Atawel Kamara, Mamadou Paté Baldé. Après une année de baisse sensible des prestations, le centre de santé de Daobogué, situé à 70 km du chef-lieu de la préfecture de Dalaba, a repris ses activités. Des activités rendues possibles grâce à l'arrivée des médecins allemands de l'ONG École Solidarité Daobogué. Pour cette première phase, ils sont au total 6 spécialistes allemands en santé, accompagnés de médecins guinéens qui ont séjourné dans ce village où ils ont offert des consultations et des traitements gratuits aux patients. Je vais consulter, je vais donner des comprimés, je veux un peu d'éducation, des hygiènes ou des mange bien. Aussi, il y a un grand problème avec de l'eau. Tous les gens ont des parasitoses. C'est un grand problème. Je suis donc très heureux que toutes ces activités qui se mènent ici, toutes ces actions dirigées, se font presque de façon gratuite. Ce qui est extraordinaire pour nos populations qui n'ont pas assez de moyens. Au cours de ces premières interventions, plus de 1500 patients venus des différentes localités de la Guinée et de certains pays voisins ont été consultés et traités gratuitement, dont la plupart avaient parcouru plusieurs hôpitaux sans solution. Je suis venu ici pour me traiter, j'ai tombé malade ça fait quelques mois, donc à Conakry on m'avait dit déjà que j'ai un problème d'appendicite, mais heureusement pour moi, je suis venu à Pau aujourd'hui, on me dit que je souffre de parasite. Je suis venu ici depuis le jeudi, avec la souffrance que j'ai fait ici, mais bon,
ce n'est plus une souffrance maintenant parce que j'ai gagné ce que je suis venu chercher. Comme j'ai réussi le remède maintenant, je me fais aller à la maison et me traiter encore, voir vraiment qu'est-ce que cela va vraiment aboutir. En plus des interventions effectuées, les pathologies dont le traitement nécessite une évacuation sont à la charge de l'ONG École Solidarité d'Obogué. Déjà, plusieurs autres malades attendent avec impatience la deuxième équipe de généralistes, pédiatres, chirurgiens et anesthésistes annoncés dans cette localité. À Conakry, les 2 directeurs de la nouvelle Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique ont été installés hier. Leur mission, trouver des voies et moyens pour redonner à notre capitale sa propriété d'antan, comme on l'appelait la perle de l'Afrique de l'Ouest. Déjà, les partenaires se disent prêts à accompagner cette structure pour la propriété de notre capitale. Reportage Mohamed Lamine Camara. Des opérations coup de balai, il y en a eu à Conakry. Dans certains quartiers, des actes civiques sont encouragés. En dépit de ces efforts pour rendre la capitale propre, le long des routes et artères publiques, des 2 potoirs sauvages gagnent du terrain. Pour résoudre cet épineux problème d'insalubrité, une nouvelle structure voit le jour. Elle a pour nom l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. À peine installée, la nouvelle direction se fixe des objectifs prioritaires. Il y a la nécessité d'impliquer tout le monde. Mais vous savez, l'insalubrité, ce n'est pas seulement l'assainissement, ramasser les ordures, les jeter. Il faut que le citoyen soit conscient qu'il faut rendre la ville de Conakry propre. Il faut rendre nos villes propres. C'est chez nous où vous voyez des gens dans des grosses voitures qui coûtent cher, ils sont en grand boubou bazin, mais ils sucent les oranges dans les voitures et puis ils les jettent dans la circulation. Ça démontre un peu le niveau du travail que nous avons à accomplir. Conjointement, le département de tutelle et l'Union européenne vont accompagner cette structure dans son combat quotidien contre l'insalubrité à Conakry et à l'intérieur du pays. La ressource humaine est déterminante pour tout travail. Prenez toutes les machines les plus sophistiquées du monde, les plus performantes, donnez-les à des gens qui ne savent jamais ce qu'en faire, vous n'avancez pas. Le choix le plus important était donc le choix des cadres. Et les moyens accompagneront. D'autant plus que les partenaires qui sont à nos portes par rapport au sujet de l'assainissement se demandaient qui va être notre interlocuteur. Quels sont ceux à la disposition desquels nous allons remettre les moyens pour le travail. C'est pour vous dire que les moyens vont suivre. Le plus difficile, c'était les ressources humaines. Le président en a trouvé la solution. Après le comité technique de réforme et de gestion des déchets solides, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique prend ainsi la relève. La nouvelle agence en charge de l'assainissement promet de nouvelles stratégies pour gagner le pari de la lutte contre l'insalubrité. L'inauguration de l'espace culturel de Foulaya, une plateforme de communion des chercheurs avec les producteurs et le grand public. Dans la capitale des agrumes, ce cadre d'échange permet aussi aux visiteurs de déguster les produits du terroir, des variétés améliorées par les travaux de l'Institut de recherche agronomique de Guinée. Reportage Fodé Camara. À Foulaya, à 2 pas de la route nationale Conakry-Kimlia, la vue est attirée par cet espace d'exposition des innovations de la recherche agronomique. Aux premières loges, les fruits tropicaux fraîchement récoltés des périmètres du Centre régional de recherche agronomique de Foulaya. Cette plateforme manquait à la recherche au ministère de l'Agriculture parce qu'on nous ironise souvent, chercheur, qu'as-tu trouvé? Chercheur, quand tu vas trouver? Chercheur, quand tu arrêteras à chercher, enfin pour t'occuper d'autres choses? Et cet espace, c'est pour montrer au grand public que nous avons découvert, nous avons des innovations, des technologies qui ont été mises en place par la recherche agronomique, qui sont diffusées au niveau du monde paysan. Là, ça permet un contact entre le paysanat et le grand public sur les résultats de recherche, sur les produits de la recherche, sur les variétés, les itinéraires techniques qui vont être exposés ici. Au niveau des autres stands, le manioc de la Guinée maritime côtoie des cultures d'exportation de la Guinée forestière, les graines de palmier à huile, le café ziama et les cabosses de cacaoyer. Non loin de là, des technologies innovantes sont exposées à l'image de l'étuveuse améliorée de Guinée, vulgarisée par le programme de productivité agricole.
L'étuveuse améliorée de Guinée qui a dépassé toutes nos frontières et qui est disséminée aujourd'hui dans tout le pays et qui améliore considérablement la qualité du riz étuvé au niveau des groupements féminins. Dans cet espace rural, aucune variété n'est occultée. La ruralité est quasiment représentée dans sa diversité. Une façon de braquer les projecteurs sur les saveurs des produits du terroir. Donc on rend hommage à cette communauté de chercheurs qui souvent travaillent dans l'ombre et qu'on n'entend pas souvent, qu'on ne voit pas souvent, et pourtant dont les résultats sont utilisés par les producteurs. Insuffisamment parfois, mais nous avons des résultats extrêmement intéressants de ce centre de recherche qui est un centre emblématique, non seulement pour la Guinée, mais pour l'Afrique de l'Ouest. Locomotive de la recherche fruitière sous-régionale, le centre de recherche de Foulaya compte renouer avec le succès du temps colonial. Un devoir de mémoire qui pousse les autorités à donner le nom du laboratoire central de l'IRAG à Dr Fodelaye Guilavogui. Avant de tirer sa révérence, en 1999, cet éminent chercheur a découvert une nouvelle espèce d'insecte qui porte son nom, Gammus guilavogui. Agriculture en Haute-Guinée, les paysans sont confrontés à l'insuffisance de matériel de récolte et d'aménagement des domaines, ce qui freine les rendements selon nos envoyés spéciaux dans la région. Du coup, les paysans ne comptent que sur la solidarité villageoise. Reportage à Kankan, Ansoumane Toumani Kamara. À une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Kankan, la plaine de Woulin, sur la rive droite du fleuve Milo. Situé dans le district de Masarena Banankoro, dans Tinti-Woulin, ce domaine agricole est la deuxième plaine importante de la région de Kankan, de par son étendue après Koundian. S'il y a lieu de donner une solution à l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui, la mise en valeur de cette plaine en est une solution. Puis, au point de vue de disponibilité, après Koundian, c'est la plus grande superficie qu'on peut rencontrer en Haute-Guinée. À peu près 600 à 700 hectares. Et si l'État venait en appui de ce monsieur, que ce soit la personne de Bankali ou un projet, je crois dans 2 ou 3 à 4 ans, et on peut trouver une solution au problème de vivrier en Haute-Guinée. Dans cette plaine, ce paysan leader est à sa deuxième campagne agricole cette année, avec 140 hectares de riz mis en valeur contre 100 l'année dernière. Faute d'instruments de récolte et exposé à la menace des feux de brosse et de la divagation des animaux, Bangali Traoré fait recours à la solidarité villageoise pour faire la moisson. Nous sommes en manque de moissonneuses batteuses. L'année dernière, sur les 100 hectares mis en valeur, nous n'avons pas pu récolter près de 40 hectares. C'est pourquoi, cette année, je suis contraint de demander l'assistance sociale avec ses charges financières et les non-pertes à la récolte. Bangali nous a demandé de sauver son champ cette année. Ainsi, nous avons mobilisé tous les jeunes des localités riveraines de la plaine. Et nous sommes engagés à 100% comme vous le constatez. 5 villages avec en moyenne 70 jeunes ont 3 jours pour récolter 140 hectares. Une tâche certes difficile, mais les Sénégalais ou les griots de cultivateurs sont mis à contribution pour fouetter le courage de ces jeunes. Et c'est cela, l'art au service du monde rural. Restons dans la savane guinéenne avec le lancement des travaux d'adduction d'eau potable de la commune urbaine de Sigri. Ils vont durer environ 12 mois. L'enveloppe financière est estimée à plus de 20 millions de dollars américains. Nabil Kamara. Le projet est lancé. Il va s'étendre sur 1 an. La commune urbaine de Sigri sera entièrement desservie en eau potable. L'alimentation se fera à partir du fleuve Tinkiso et parcourira une distance de 10 km. C'est l'entreprise Kawa Salektra Guinée qui est chargée d'exécuter les travaux sur le terrain. Nous allons, Inch'Allah, réaliser une station, enfin plutôt un complexe hydraulique pour la potabilisation de l'eau. Alors il s'agit de traiter l'eau du fleuve Tinkiso. Donc c'est une eau qui est caractérisée par la turbidité, par la matière colloïdale et par la matière organique.
l'insuffisance en termes de production des équipements actuels de la SEG, je pense que ce projet vient à point nommé parce qu'il va très rapidement doubler la production de la ville-là à 6 fois. Nous allons passer de 100 mètres cubes heure à 600 mètres cubes heure pour toute la ville de Sigiri. Donc non seulement les équipements actuels vont être correctement desservis, mais aussi les nouveaux équipements qui vont être réalisés le seront aussi pour le bien de cette population. S'exprimant au nom du chef de l'État, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a procédé au lancement des travaux d'adduction d'eau à Sigiri. Le coût de l'ouvrage est estimé à plus de 20 millions de dollars US. Donner de la santé à la population, c'est donner de la vigueur à cette population pour qu'elle puisse mieux travailler pour son pays, pour le développement de Sigiri et pour le développement de notre nation. La commune urbaine de Sigiri est une ville cosmopolite en plein essor social grâce au concours des fils du terroir. Ces 187 000 habitants sont sortis pour accueillir ces gestes du professeur Alpha Condé et réitérer leur soutien indéfectible à son programme de société. Depuis le temps colonial, jusqu'à l'heure où nous sommes, la population de Sigiri, surtout nos braves femmes, sont en train de souffrir à cause de cette pénurie d'eau. Mettre fin à ça aujourd'hui, vraiment pour nous, c'est une satisfaction qui n'a pas de borne. Nous remercions sincèrement le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour ce grand geste qu'il arrive à faire pour notre population. L'électrification du chef-lieu de la préfecture de Sigiri va également bientôt connaître une nette amélioration. Le projet est très avancé. Toujours dans le même volet, la SMG, Société Géologie Minière, de son côté, appuie les efforts du gouvernement dans son programme d'approvisionnement en eau potable à la population guinéenne. C'est l'objet de la réalisation de forages à Conakry et à l'intérieur du pays, dont les profondeurs varient entre 100 et 200 mètres. Les détails avec Ibrahim Abba, Mamadi Koman. Ces machines de la dernière technologie russe sont mises à la disposition des citoyens pour pallier à la pénurie d'eau. Un geste de la Société Géologie Minière pour favoriser la réalisation des forages à Conakry comme à l'intérieur du pays. Nous sommes à Tercé, dans la préfecture de Doubrika. Ici, 3 machines sont déjà venues, mais n'ont plus rien fait. À notre arrivée, comme vous le constatez, l'eau coule déjà comme dans un fleuve. C'est ce qui fait notre force. En 30 ans d'expérience accumulée sur le terrain, la société SGM a réalisé 25 forages, dont les profondeurs varient entre 100 à 200 mètres. Un appui au gouvernement qui fait de l'action un salut. On est là pour accompagner bien sûr Monsieur le Président, aider à la population pour avoir facilement l'eau potable parce que c'est un grand problème. Nous avons envoyé des machines, c'est les dernières générations. Tranquillement, je peux dire qu'aucune roche ne peut nous arrêter. En marge de ces réalisations de gros investissements, la société SGM évolue également dans le domaine de l'extraction des ressources du sous-sol, comme par exemple l'or, le diamant et la bauxite. Des actions qui contribuent largement au développement rapide et durable de la Guinée. Éducation, de nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi, des sortants de l'Université internationale Cheikh Modibo Diarra de Sonfonia. Les récipiendaires se disent confiants quant à la qualité de la formation acquise et seraient prêts à affronter le marché de l'emploi, surtout que la bataille s'annonce rude sur le terrain. La cérémonie a été rehaussée de la présence de Yamoussa Sidibé, directeur général de la RTG Koloma. Compte rendu Valérie Talimane. La 7e promotion de l'Université internationale Cheikh Modibo Diarra a bouclé son cycle universitaire. Ces étudiants quittent désormais la vie estudiantine pour migrer vers celle professionnelle. Après un long périple, ils vont désormais affronter l'épineuse question d'emploi. Nous n'allons pas ici attendre l'État pour pouvoir nous employer. Nous sommes les propres créateurs de nos propres emplois. Parce qu'ici, on a appris quelque chose ici à l'Université internationale Cheikh Modibo Diarra qu'on doit mettre à la disposition du public. La sortie des étudiants donne une double signification. La fin d'un cycle universitaire et le début d'un nouveau cycle de vie sociale. Avec les encouragements des responsables, convaincus de la qualité de la formation dispensée à ces 320 nouveaux diplômés. Nous mettons tout pour que Cheikh Modibo Diarra forme des étudiants qui se distinguent par leur savoir et leur savoir-faire sur le marché de l'emploi. À cette sortie, parents et amis ont répondu présents. Tous
exhorte les diplômés à développer l'esprit de créativité en vue d'être à même d'affronter le marché du travail. Changeons de décor avec la remise à l'université de Sonfonia des diplômes de fin d'études supérieures à 310 étudiants. Parmi les témoins de l'événement, notre reporter Mohamed Saliouba. Ils sont au total 310 étudiants à finir leur cycle de formation. Ils sont répartis en 3 filières, économie, droit et MIAGE. Après 3 ans de formation, ces étudiants reçoivent leur diplôme de fin de cycle. Les regards sont désormais tournés vers le marché de l'emploi. Je suis tout enthousiaste parce que c'est avec tant d'années de souffrance et de douleur partagée avec mes camarades de classe. Cette formation est vraiment une merveilleuse formation. C'est pour cela que je suis fier de moi et je sais, par ma capacité, je n'aurai pas de difficultés sur le marché d'emploi. Durant leur cycle de formation, ces étudiants ont bénéficié de stages dans les entreprises. Une manière de lier la théorie à la pratique. Cette année, j'ai envoyé plus de 150 étudiants dans les cabinets d'avocats, dans les cabinets d'huissiers, dans les cabinets comptables, pour qu'ils acquièrent une formation technique professionnelle leur permettant de se trouver du travail. Former des cadres compétents, c'est la mission de l'Université générale Lansana Conté de Lambagny. Depuis sa création, elle a mis des centaines de diplômés sur le marché de l'emploi. Et puis l'agence Guinée Promosport a organisé hier la première édition du Trophée Mousso. La cérémonie s'est déroulée ici même à la RTG Coloma, une initiative qui vise à récompenser les meilleurs journalistes sportifs qui se sont distingués de par leur travail durant l'année 2016. Reportage Abdoulaye Diallo. Première édition du Trophée Mousso, seulement 3 sportives et une journaliste ont remporté des prix. Selon l'agence Guinée Promosport, organisatrice de l'événement, le but est de magnifier les femmes qui ont pratiqué le sport, mais aussi encourager celles qui sont en train de marquer leur temps dans ce domaine. Au cours de cette première édition, plusieurs prix seront décernés. Il s'agit du prix Yo Mathias, décerné à la meilleure footballeuse, du prix Colonel Mawasila à la meilleure handballeuse, du prix Mahadi Kamara à la meilleure basketteuse et le prix Awatouré qui revient à la meilleure journaliste sportive. L'émotion était grande du côté des lauréates. Selon elle, ces prix constituent un stimulant pour la poursuite de leur carrière. Il est temps pour nous vraiment d'essayer de prouver de quoi nous sommes capables. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit les journalistes reporters, je pense que nous les femmes, nous aussi, nous pourrons le faire. Donc la seule chose que je dirais aux femmes, c'est de continuer sur cet élan, d'essayer vraiment de faire comme nous, parce que nous, on a essayé de faire comme les Traoré, comme vraiment les Numazé Dafé, parce qu'avant tout, ce sont les premières. On s'est dit que nous voulons faire comme eux. Alors la seule chose qu'on pouvait faire, c'est d'étudier et en tout cas de prendre la vie du bon côté. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes sur le bon chemin. Le handball, ce n'est pas un jeu qui est facile. Donc, il faut être entraîné durement pour y arriver. Donc, je me suis entraîné pour être là. Je conseille à toutes les filles de pratiquer le sport, pas surtout le handball, mais le sport, parce que là, ça a un grand intérêt. Si ça t'empêche de ne pas tomber malade et puis ça te donne le courage de découvrir d'autres pays. Donc, je les conseille de pratiquer le sport. Les sportives sont donc conscientes du défi à relever pour être récompensées en fin d'année. Vivement la 2e édition en 2018. Et puis sport foot, la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total se poursuit au Gabon. 2 rencontres étaient à l'affiche ce samedi dans le groupe D. Le Ghana a dominé le Mali 1-0. Même score en faveur des Égyptiens contre l'Ouganda. Compte rendu Abdoulaye Diallo. Dans ce match, les Ghanéens ont été récompensés par leur effort. À la 20e minute, Asamoah Gyan ouvre le score pour les Black Stars. Les coéquipiers d'André Ayou continuent à bousculer l'adversaire avec Atsu qui va très vite sur le côté droit. La mi-temps interviendra sur cet avantage d'1-0 pour le Ghana. Après la pause, le Mali revient avec l'intention d'égaliser le but. Alain Zirès fait le tout pour le tout, avec des changements apportés au niveau de son attaque. Razak Brima sauve son équipe sur la frappe de Khalifa Koulibaly en fin de partie. 1-0, c'est le score final pour le Ghana. Ce score permet aux Black Stars de retrouver les quarts de finale
en compagnie du Sénégal. L'autre rencontre de ce groupe D entre l'Égypte et l'Ouganda s'est soldée sur le score d'1-0 pour les Pharaons. Après une première période de 0-0, pendant laquelle les deux équipes ont fait preuve d'engagement et surtout d'envie de gagner. Et le salut viendra en fin de partie grâce à Abdallah El Saïd, qui remet son équipe dans la course pour la qualification en quart de finale. Alors, le 25 janvier prochain, l'Égypte reçoit le Ghana à Port-Gentil à 19h, temps universel. Au même moment, l'Ouganda sera face au Mali à OM. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.